nous avons vu dans les 2 chapitres précédents comment modéliser les interactions entre les systèmes et également comment décrire un mouvement. Nous allons maintenant essayer de lier les 2 chapitres. Nous savons tous, par expérience dans la vie courante, que pour mettre en mouvement un objet qui est au repos, il faut exercer une force. Par exemple, ici, on peut tirer sur la ficelle du camion. À l'inverse, on sait aussi qu'il faut parfois exercer une force pour arrêter un petit objet qui sera en train de rouler. Alors, ça peut être une force brutale, hop, on met un obstacle, et lors de la rencontre, eh bien, le petit camion s'arrêtera. Il peut aussi s'agir de forces qu'on n'exerce pas soi-même, mais qu'on devine, comme les forces de frottement sur les roues. On peut aussi faire changer de direction le camion en exerçant une force. Donc nous avons conscience qu'il peut y avoir un lien entre force et mouvement. Par contre, est-ce qu'il peut y avoir un mouvement sans qu'il existe de force? En fait, on ne peut pas vraiment faire l'expérience, en tout cas sur Terre, parce que les objets sont toujours soumis à des forces. Galilée a beaucoup réfléchi et il a fini par comprendre qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre un mouvement rectiligne uniforme et une situation de repos. Voici un cycliste, vous par exemple, sur le vélo, et imaginons que vous avez un mouvement rectiligne uniforme. Vous savez très bien que pour être à vitesse constante, il vous faut quand même pédaler. Alors je donne tout de suite le schéma avec les forces qui s'exercent sur le cycliste. Il y a bien sûr le poids qui vous tire vers le bas, la réaction du sol au niveau des roues, et puis il y a la force motrice que vous exercez pour avancer, mais il y a aussi les frottements. Le frottement du sol, éventuellement les frottements de l'air si vous allez vraiment très vite. Au fur et à mesure que le temps passe, même si on roule à vitesse constante, nous allons nous fatiguer. Et donc, nous pouvons avoir l'impression qu'il faut absolument exercer une force plus grande que les frottements, une force qui nous permet d'avancer. En fait, la force que nous exerçons, la force grand F que j'ai ici mise en bleu, elle ne sert qu'à compenser la force de frottement. Si cette force devient de valeur plus grande que celle de la force de frottement, nous allons alors accélérer. Mais ce n'est pas du tout intuitif. Je vous ai fait lire un texte dans lequel s'affrontent Salviati, porte-parole de Galilée, et Simplicio, qui a été élevé dans la tradition de la pensée d'Aristote. Salviati va essayer de faire à Simplicio en fait une expérience de pensée pour l'amener à imaginer qu'il peut y avoir un mouvement perpétuel dans certaines conditions. Déjà, il propose de faire une expérience de pensée avec un plan très lisse et une bille bien polie. Donc tout ça pour qu'il n'y ait aucun frottement. Salviati demande à Simplicio ce qui se passerait si on pose la bille sur une pente descendante. Simplicio répond comme nous l'aurions fait, que la bille va descendre et que donc le centre de la bille aura un mouvement rectiligne accéléré aussi longtemps que dure la pente. Ensuite, Salviati demande à Simplicio s'il est possible de donner un mouvement ascendant à la bille si la pente elle-même est montante. Alors Simplicio répond que oui. En donnant une impulsion à la bille, il est tout à fait possible de lui donner un mouvement rectiligne ascendant, mais qui sera ralenti. Salviati pose ensuite la question suivante. Mais que se passe-t-il si la pente n'est ni montante ni descendante? Alors, Simplicio admet que si on donne une impulsion à la bille, eh bien, le centre va avoir un mouvement rectiligne, que effectivement, il n'y a aucune raison que la bille ralentisse, qu'il n'y a aucune raison que la bille accélère, et que donc le mouvement va être uniforme.
Et à la fin, il dira que oui, le mouvement sur cet espace pourrait être perpétuel, pourvu que le mobile soit d'un matériau qui puisse durer. Il va donc admettre que la bille va pouvoir persévérer dans son mouvement rectiligne uniforme. Alors, essayons de faire un petit bilan des forces. Donc ça, c'est un langage moderne que n'avait même pas Galilée. Si on examine les forces qui s'exercent sur la bille en l'absence de tout frottement, il y a le poids vers le bas et il y a la réaction du sol vers le haut, perpendiculaire au sol. Finalement, ces deux forces se compensent et si je vous montre ce dessin, vous ne savez même pas si la bille est au repos ou si la bille est en mouvement rectiligne uniforme. Donc ça, c'est une des grandes avancées de Galilée, d'avoir compris qu'il n'y a pas une grande différence entre l'état de repos et l'état de mouvement rectiligne uniforme, si ce n'est le référentiel finalement dans lequel on étudie le mouvement. Lorsque la bille accélère, donc lorsqu'elle est sur la pente descendante, elle est également soumise au poids. Il n'y a pas de frottement puisque la surface est lisse et que la bille est lisse, et il y a la réaction du sol. La réaction du sol, elle est perpendiculaire au sol. Donc si je fais la somme des deux forces, eh bien vous voyez qu'on obtient une force qui est dirigée vers le bas, qui est parallèle au sol. Et c'est ce qui va permettre d'expliquer que la vitesse en fait augmente. C'est-à-dire qu'au départ, le vecteur vitesse, j'en dessine un, il a une petite valeur. Et puis au fur et à mesure, à cause de cette somme des forces qui est dans le sens de la pente, eh bien le vecteur vitesse, il va devenir de plus en plus grand, enfin du moins sa norme va devenir de plus en plus grande. Donc finalement, ce qu'il faut avoir bien à l'esprit, c'est que lorsque la somme des forces est nulle, ou qu'il n'y a pas de force du tout, ce que nous ne pouvons pas, ce n'est pas une situation que nous pouvons vivre, le mouvement rectiligne uniforme, et que lorsque la somme des forces n'est pas nulle, eh bien cette somme des forces va contribuer à faire accélérer ou à faire ralentir l'objet. C'est ce qui va être énoncé sous la forme du principe d'inertie, qui est donc le cœur du cours. Alors, je vous montre la façon dont il va être énoncé dans le cours. Donc le cours, je ne peux pas vous le donner puisqu'on ne se voit pas, mais il est aussi dans le livre. Nous allons écrire « Dans un référentiel galiléen, lorsque les forces qui s'exercent sur un système se compensent, le système persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme. Les forces se compensent, cela signifie que la somme des vecteurs force est nulle. État de repos ou état de mouvement rectiligne uniforme, cela signifie que le vecteur vitesse est constant, voire nul. Une chose un petit peu bizarre, c'est de préciser un référentiel galiléen. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, un référentiel galiléen, c'est justement un référentiel dans lequel le principe d'inertie s'applique. On a déjà parlé du fait que lorsqu'on est sur un manège qui tourne assez vite, on peut ressentir des forces qui ne sont pas liées à une interaction avec un autre système. La force centrifuge, par exemple, qui semble nous pousser à l'extérieur. Ces forces-là, elles n'existent pas dans un référentiel qui est galiléen. Donc tout ce que nous énonçons, en fait, n'est vrai que dans des référentiels galiléens. Et là, vous pourriez me dire, mais le référentiel terrestre n'est pas du tout galiléen, parce que la Terre, c'est comme un manège, ça tourne. Alors effectivement, ce n'est pas un référentiel rigoureusement galiléen, sauf si on étudie des mouvements sur une toute petite durée, et c'est ce que nous ferons. Donc nous allons considérer que dans le référentiel terrestre, pour ce que nous étudions, nous pourrons toujours appliquer le principe d'inertie. La réciproque du principe d'inertie, c'est que si un système est dans un état de repos ou en mouvement rectiligne uniforme, alors les forces qui s'exercent sur ce système se compensent. Mais donc, s'il n'est pas au repos ou en mouvement rectiligne uniforme, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, en classe de seconde, on va se contenter de dire que les forces ne se compensent pas, donc ça s'appelle la contraposée du principe d'inertie.
Concrètement, si les forces ne se compensent pas, ça peut faire varier la valeur de la vitesse. C'est le cas, par exemple, lorsqu'un objet est en chute libre, il n'est soumis qu'à son poids. À ce moment-là, la vitesse ne cesse d'augmenter. Si on s'intéresse au mouvement de la Lune autour de la Terre, en gros, on peut dire que c'est un mouvement uniforme. La vitesse est constante. Par contre, le vecteur vitesse n'est pas constant. C'est-à-dire que la force d'attraction que la Terre exerce sur la Lune, elle sert en fait à ramener sans cesse la Lune dans l'orbite de la Terre. Donc, vous voyez que en fait, ce vecteur que j'ai ici appelé F, T, T sur L, eh bien, va servir à ramener, il va en fait infléchir le vecteur vitesse. Et puis parfois, la force ou la somme des forces va avoir un double effet, c'est-à-dire à la fois modifier la vitesse et à la fois incurver la trajectoire.